Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. À la une, dénouement heureux pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse ont été définitivement acquittés par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. L'instance judiciaire a rejeté les accusations de la procureure Fatou Bensouda, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance. Panique au sein du pénitencier de Kondengui. Les pensionnaires de cette maison d'arrêt redoutent une contamination massive au coronavirus. La Amadou Vamoulke, l'ex-directeur général de la CRTV, a fait part de ses craintes au ministre de la Justice, Laurent Isso. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, libres de tout mouvement. Ils ont été acquittés ce jour par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, bottant ainsi en touche le recours du procureur, du recours en appel de la procureure Fatou Bensouda. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé sont désormais libres et à l'abri de toute poursuite judiciaire. À l'audience de ce 31 mars 2021, à la Cour pénale internationale de justice à La Haye aux Pays-Bas, la chambre d'appel de cette juridiction vient de confirmer l'acquittement des deux personnalités qu'avait décidé la chambre de première instance le 16 juin 2019. La chambre d'appel rappelle que dans sa décision relative à la demande de Laurent Gbagbo tendant à obtenir le réexamen des conditions de sa mise en liberté, elle a passé en revue et modifié les conditions associées à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, révoquant certaines d'entre elles et en maintenant d'autres. En conséquence du présent arrêt, la Chambre d'appel révoque toutes les conditions restantes à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce verdict de la Chambre d'appel de la CPI botte ainsi en touche l'appel de la procureure gambienne Fatou Bensouda contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et le leader des jeunes patriotes. Dans sa décision du jour, le juge Thile Eboué Ossoudi demande de prendre toutes les dispositions pour le départ des deux acquittés vers la destination de leur choix, y compris la Côte d'Ivoire, leur pays. En application de la règle 185.1 du règlement de procédure et de preuve, il est ordonné au greffier de prendre, aussitôt que possible, toutes les dispositions jugées appropriées pour le transfèrement en toute sécurité de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vers un ou des États tels qu'envisagés dans cette disposition, en tenant compte de l'avis des deux personnes acquittées. En Côte d'Ivoire, loin de La Haye, c'est l'euphorie totale pour la famille, tous les partisans du fondateur du Front populaire ivoirien, avec au premier rang son épouse, Simone et Yves Gbagbo. Avec ce verdict final, c'est donc la fin d'un feuilleton judiciaire à rebondissement qui aura duré 4 ans, 2 mois et 2 jours, depuis l'ouverture du procès le 28 janvier 2016. Les deux hommes étaient poursuivis pour de présumés crimes contre l'humanité perpétrés en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011, durant la crise post-électorale de la présidentielle. Arrêtés par les forces d'Alassane Ouattara, l'actuel président de Côte d'Ivoire, et les forces spéciales françaises de l'opération Licorne appuyée par l'ONU, Laurent Gbagbo est assigné à résidence à Korogo dans le nord du pays, où dans un premier temps, il est inculpé et placé en détention préventive le 18 août 2011 pour crimes économiques, notamment vol aggravé, détournement de fonds publics, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Et quelques mois plus tard, précisément le 30 novembre 2011, la Cour pénale internationale
inculpe Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Ils y resteront en détention préventive pendant 5 ans, avant l'ouverture de leur procès en 2016. Et tout à côté, en République centrafricaine, le président directeur général du groupe Equinox a été reçu en audience ce jour au palais de la Renaissance à Bangui. Des échanges fructueux sur divers sujets. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Eric Ouattat, Cédric Noufeli. Le renforcement de l'état de droit et le respect des principes démocratiques sont des axes majeurs du deuxième quinquennat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. À cet effet, des personnalités du monde médiatique ont été conviées à sa cérémonie d'investiture. Parmi elles figure le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchunke, invité de marque à cette prestigieuse cérémonie. Ensuite, il a été reçu en audience au palais de la Renaissance à Bangui. Durant près d'1 heure, le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra et le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchunke, ont discuté à bâton rompu des échanges qui ont porté sur la communication audiovisuelle en Centrafrique, les enjeux de sécurité intérieure et les défis socio-économiques pour ce pays d'Afrique centrale. C'est toujours un grand honneur, un privilège d'être reçu par Monsieur le Président de la République centrafricaine ici au Palais de la Renaissance. Alors, surtout à l'orée de son second quinquennat, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et Monsieur le Président de la République nous a adressé ses remerciements et ses encouragements pour la suite des engagements, parce qu'il a bien pris note des avancées conséquentes. Donc c'est un privilège et un plaisir renouvelé pour nous à chaque fois que Monsieur le Président de la République nous accorde une audience. Equinox Télévision a reçu les félicitations du président centrafricain pour la couverture médiatique de l'élection présidentielle et la cérémonie d'investiture du chef de l'État centrafricain. Cédric Noufeli, Eric Ouattat, nos envoyés spéciaux à Bangui. Et sur le plan national, incarcéré depuis bientôt 4 ans et demi, Amadou Vamoulke, l'ex-directeur général de la CRTV, régulièrement malade, redoute une contamination à la Covid-19. Il a, dans une correspondance au ministre de la Justice, le détenu fait part à Laurent Esso ses craintes de perdre sa vie. D'autres précisions dans ce reportage de Gizogo. Dans une correspondance au vitriol adressée au ministre de la Justice, Laurent Esso, l'ex-directeur général de la CRTV dénonce la situation qui est la sienne actuellement à la prison de Kondengui. En effet, Amadou Vamoulke s'émeut des conditions sanitaires qui se sont considérablement dégradées dans cette prison, avec des cas de Covid-19 déclarés parmi ses co-détenus. Presque fataliste, l'ex-patron de la CRTV s'est dit à l'article de la mort comme les gladiateurs dans la Rome antique lorsqu'ils étaient jetés dans l'arène. Surtout, Amadou Vamoulke met en exergue ce qu'il qualifie d'inhumanité de Laurent Esso, dont il recense un florilège de déclarations jugées péjoratives, telles « ça ne me fait ni chaud ni froid »,« les urgences c'est à l'hôpital »,« la justice est indépendante du pouvoir exécutif au Cameroun ». En fin de compte, Amadou Vamoulke clame qu'il est emprisonné illégalement depuis 1708 jours, soit 5 années, avec 64 renvois de son affaire. Cela, poursuit-il, devrait lui assurer une extradition sanitaire, sans doute en référence au cas Ephraim Inoni et Yves-Michel Fotcho, ancien Premier ministre et homme d'affaires. Loin donc de cette issue, pour l'ex-manager de la CRTV, son malheur vient de ce que Laurent Esso lui a déclaré la guerre. Les femmes très marginalisées dans la résolution des conflits au Cameroun. Le constat a été fait par la société civile qui dénonce le laxisme des pouvoirs publics sur la non-application de la résolution 1325 des Nations Unies sur l'implication des femmes dans le processus de paix et sécurité. Aïk Cyril et Joël Essenge. 20 ans
Après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 1325 sur l'implication des femmes dans les processus de paix et de sécurité, son implémentation traîne dans divers pays. Au Cameroun notamment, la société civile dénonce de nombreuses entraves à la mise en œuvre d'un plan d'action national. Il n'y a pas eu un bon mécanisme de coordination, il n'y a pas eu une bonne façon de remonter les informations. Il y a eu des lourdeurs administratives qui ont un peu plombé le processus parce qu'il y avait des mécanismes qui devaient être mis sur pied. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille en a assuré le secrétariat. Mais comme je l'ai dit, le mécanisme de coordination n'a pas été très efficace. La société civile qui constate que le plan d'action national est difficilement mis en œuvre au Cameroun accuse les pouvoirs publics de ne pas s'approprier le document. Nous voulons que le gouvernement initie le processus. Parce que si le plan d'action est géré par l'ONU, ça veut dire que c'est un projet de l'ONU, ce n'est pas un projet du Cameroun. Oui, le Cameroun doit mettre en place des ressources, doit mettre en place toutes les ressources nécessaires pour voir que ce programme est réalisé. Mis à l'index, le gouvernement se défend en énumérant quelques actions menées. Le gouvernement a élaboré en 2017 un plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 qui mène des activités à travers les 4 piliers qui sont la participation, la prévention, la protection, le secours et le relèvement. Et ce plan d'action qui couvrait la période 2018-2020 est arrivé à échéance. Tout compte fait, le Cameroun est le théâtre de nombreuses crises. Et pour les partenaires au développement, la question de l'implication des femmes dans la résolution de ces crises se pose avec acuité. Pour nous, c'est essentiel que les femmes soient impliquées dans ces processus de résolution de crise. Nous sommes vraiment intéressés de voir comment les différents pays mettent en œuvre la résolution 1325, car pour nous, la participation des femmes au processus de paix et de sécurité est cruciale. Il n'est pas question que les plans d'action nationaux soient identiques. Chacun doit évoluer selon son contexte. L'objectif final étant de s'assurer que la voix des femmes et des filles compte dans la prévention et la résolution des conflits. Le plan d'action national sur la résolution 1325 des Nations Unies va bientôt rentrer dans sa phase 2. La société civile exige que les populations à travers les collectivités territoriales décentralisées soient associées à sa mise en œuvre. La décentralisation du plan d'action dans les 360 communes. Et nous le proposons pourquoi ? Pour qu'il y ait une meilleure appropriation par les communautés et une meilleure implication dans le processus actuel. Sous la houlette de Women International League for Peace and Freedom, des experts sont réunis à Yaoundé. Objectif: présenter la contribution des organisations de la société civile à la révision du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'implication des femmes dans la résolution des conflits. Évoquons à présent les défis du nouveau commissaire de l'aéroport international de Douala. Le commissaire Babangida Amadou a été invité à lutter contre la corruption et les trafics sur cette plateforme aéroportuaire. Les séries d'installations des nouveaux responsables de la sûreté du littoral ont également touché le port autonome de Douala et les immigrations. Le round-up, c'est dans ce reportage que signe Innocent Abiga, Donald Brice Kamgan. Lutter contre les atteintes aux activités aéroportuaires, prévenir et endiguer divers trafics, lutter contre la corruption. Le nouveau commissaire de l'aéroport international de Douala n'aura pas de sommeil. Raymond Issogo, délégué régional de la sûreté nationale du littoral. J'ai dit bien à collaborer avec les autorités aéroportuaires et les autres administrations pour atteindre les objectifs gouvernementaux. La plateforme étant une porte d'entrée et de sortie des trafics divers et autres activités et l'immigration, impliquant des ressortissants d'horizons divers. En plus des missions classiques comme la recherche et l'exploitation du renseignement, celui qui était jusqu'au 18 mars dernier chef du service des interventions à la direction de la police judiciaire à Yaoundé doit également tout mettre en œuvre pour assurer un respect des dispositions sanitaires liées au Covid-19, l'aéroport étant une zone hautement délicate à ce sujet. En ces missions habituelles, vous adjoindrez celles qui nous imposées par le contexte sanitaire actuel.
à savoir veiller au respect strict par vos hommes et les usagers du service des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Le prédécesseur de Baba Guida Amadou, le commissaire Zakari Yao Alaj, est appelé comme directeur de la police des frontières. C'est un signe qu'il aura assuré avec dévouement à son poste à l'aéroport international de Douala, cette place où il fait son arrivée en 2011, gravissant tous les échelons. Au port autonome de Douala, la dame chargée de veiller à la sûreté des installations de cet espace économique névralgique de plus de 1000 hectares, c'est elle, le commissaire Eba Solo. Le port autonome de Douala étant une porte d'entrée et de sortie des trafics divers et autres activités émis-immigration, impliquant des ressortissants d'horizons divers y ont cours. À émis-immigration, le commissaire devra assurer un meilleur suivi des dossiers des citoyens sur les questions liées au passeport. Je travaillerai sur les recommandations de ma hiérarchie, un plan, une feuille de route qui m'a été donnée par ma haute hiérarchie, je la suivrai et j'appliquerai cela à la lettre afin que les usagers soient satisfaits des services de la police des frontières. De l'aéroport au port en passant par émis-immigration, des hommes nouveaux et des challenges à relever, c'est le sens des décrets dont ils sont bénéficiaires. Dans le chapitre santé de ce journal, le service gynécologie de l'hôpital général de Douala connaît une baisse de près de 60% du taux de fréquentation. Avec la pandémie du coronavirus, de nombreux malades ont déserté les hôpitaux, compliquant leur état de santé. Le constat a été fait lors des journées portes ouvertes de ce service. À cette occasion, près de 400 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus et du sein. Claude Ekwa et Nadine Yamb. Au pavillon du service gynécologie de l'hôpital général de Douala, une foule inhabituelle. Dans les couloirs, de nombreux patients en attente. Pourtant, il y a un an, le constat était tout autre. Avec la pandémie de coronavirus, ce service connaît une baisse drastique du nombre de consultations et d'activités. En gynécologie obstétrique, par exemple, la baisse est allée jusqu'à 50-60% de l'activité, puisque nous présentons l'activité du service tous les 3 mois. Et lors des présentations, c'était le même problème dans tous les services, parce que les gens avaient peur de venir à l'hôpital en raison de la pandémie. Selon le professeur Chientengue Far Charlotte, chef service gynécologie de cette formation hospitalière, cette baisse du taux de fréquentation a entraîné des complications dont le suivi des grossesses des femmes enceintes et une augmentation de la mortalité liée à d'autres pathologies telles que les cancers. Vous avez une patiente qui vous revient peut-être en fin d'année 2020 avec une tumeur qui a commencé dans le sein depuis le mois de janvier-février et qui vous dit que vraiment en raison de la pandémie, elle a préféré rester à la maison attendre parce qu'elle ne voulait pas prendre de risque pour sa santé et vient là à un stade 4 pour lequel on ne peut plus traiter et dès qu'on commence les traitements, la patiente décède. Nous avons aussi les cas des femmes enceintes qui restent à la maison, ne font pas des consultations. Par exemple, la pression artérielle commence à monter et elle vient simplement en urgence quand elle convulse. Et on en perd certaines. Briser la peur du virus du corona et sensibiliser le grand public sur la progression d'autres pathologies au Cameroun, c'est l'objectif de ces journées portes ouvertes du service gynécologie. Il n'y a pas que le SARS-CoV-2, il n'y a pas que la Covid pour être la pathologie qui touche l'humanité actuellement. Il y a toutes les autres pathologies que nous avons toujours connues. Et si on ne fait pas attention et qu'on se concentre tous sur le SARS-CoV-2, mais bien évidemment, on va avoir une mortalité qui sera même plus élevée en raison de toutes les autres maladies, si on compare à ce que le SARS-CoV-2 peut soigner. Durant 3 jours d'activité, près de 400 personnes ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus. Et de nombreux cas suspects sont déjà signalés. On a reçu trois dames avec des boules dans le sein qui étaient suspectes et une jeune fille qui avait un nodule qui n'avait pas du tout l'air suspect et chez qui on a prescrit des examens complémentaires à faire. Pour ce qui est du col, pour le moment on n'a pas encore vu une tumeur du col, mais on a prélevé systématiquement toutes les patientes
pour leur frottis du col et c'est les résultats des examens qui nous diront s'il y a des lésions précancéreuses ou pas. Parce qu'une lésion précancéreuse ne se voit pas à l'œil nu. Les journées portes ouvertes du service gynécologie de l'hôpital général de Douala ont été l'occasion pour ces médecins de présenter leur savoir-faire sur la chirurgie endoscopique et l'accouchement par péridurale. Des femmes présentes à ce rendez-vous ont reçu des techniques pour l'autopalpation des seins et des conseils pour un meilleur suivi d'une grossesse. Et à la suite de Nadine Yambou, je vous invite à écouter cette réaction du professeur Tientengefak Charlotte. Elle est chef service gynécologie à l'hôpital général de Douala. Elle s'exprime sur l'importance de la vaccination des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Ce qui est du col, alors là, c'est un cancer pour lequel on a une cause bien connue, qui est un virus qui est sexuellement transmissible, qui est le virus Human Papillomavirus. Donc c'est lui qui est à l'origine de plus de 99% des cancers du col. De plus en plus, on parle de la vaccination qui est faite en Europe depuis des dizaines d'années et qui arrive à peine chez nous maintenant. Et puis bon, les gens ne comprennent pas, les gens veulent refuser le vaccin. Nous encourageons aux gens de vacciner les jeunes filles avant qu'elles ne commencent à être sexuellement actives. Il est vrai que la vaccination ne couvre pas tous les sérotypes du HPV, mais déjà ça permettra de réduire au moins de 70% la fréquence du cancer. Et donc en plus de la vaccination, maintenant, il y a le frottis du col. Il y a des tests de dépistage, entre autres le frottis. Et ces tests de dépistage permettent de détecter la lésion précancéreuse qui, si on ne traite pas, évoluera vers un cancer. Disons qu'avec le col, on a une chance inouïe parce que c'est un cancer qui ne vient pas comme ça d'emblée. Ça commence par une lésion précancéreuse qui peut être détectée et traitée. C'est la raison pour laquelle nous encourageons toutes les femmes sexuellement actives de se faire dépister. Comme ça, on traite la lésion et on n'aura jamais de cancer du col. L'éthique et la morale enseignée aux élèves des classes de terminale du lycée Dios à Douala. L'initiative est celle des anciens élèves de cet établissement qui redoutent le phénomène de perversité qui semble prendre de l'ampleur dans les lycées et collèges du pays. Flavien Valondongo. Le phénomène de dépravation des mœurs semble prendre le dessus sur l'apprentissage en milieu scolaire au Cameroun. Il y a des élèves, par exemple, qui voient toujours des choses dans l'Occident, ils veulent pratiquer ces choses-là. Les élèves sont presque en dépravation parce que le contexte social pousse plutôt les élèves actuellement, n'est-ce pas, à imiter justement ceux-là qui sont à l'extérieur. L'on n'a pas encore oublié ces images présentant des élèves en pleine activité impropre à l'éthique au lycée de Kribi et ailleurs. C'est donc là la conséquence des réseaux sociaux qui regorgent du bon et du mauvais. Même si on est à la merci des réseaux sociaux aujourd'hui, il est plutôt important de retenir qu'il faille capitaliser l'usage de ces réseaux sociaux pour pouvoir tirer le meilleur de ce qu'Internet peut apporter dans l'ère de la mondialisation. Réunis dans l'une des salles du lycée Dios à Douala, des anciens élèves de cet établissement scolaire et désormais chefs d'entreprise ou spécialistes dans divers domaines ont décidé de partager leurs expériences avec leurs cadets afin de leur inculquer la morale et l'éthique. Je suis très ravie de voir nos aînés qui sont revenus parmi nous en nous prodiguant des conseils comme l'honnêteté, la discipline et beaucoup de travail et la passion dans ce qu'on fait. Pourquoi une jeune fille va se dire parce que je suis une fille, j'ai pas le droit ou j'ai pas la possibilité d'aller loin dans mes études? Mais non, on peut y aller. Je voudrais dire à la jeunesse, rien n'est perdu. Tout est à construire au Cameroun. Ramener les élèves, notamment la jeunesse, à éviter le côté pervers des réseaux sociaux et se limiter qu'à l'utile afin de réussir dans la vie. C'est l'objectif visé par ces anciens élèves du lycée Dios. Nous nous inscrivons dans le sens d'un rappel à l'ordre un peu dans cet encadrement-là qui fait que on va essayer à notre niveau de faire en sorte que, qui sait, que tout cet art-là puisse disparaître. Une affirmation de soi, une bonne dose d'humilité et une discipline de vie, une passion dans tout ce qu'on fait permet certainement de convertir l'objectif, le rêve et puis d'aboutir à des résultats probants. Peut-être à travers des initiatives du genre, la jeunesse presque égarée à cause des réseaux sociaux retrouvera ses repères.
L'église Saint-Jean-Baptiste d'Olezoa, bientôt ouverte aux fidèles. L'ouvrage réalisé par le génie militaire est achevé à 98% à la grande satisfaction de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, présent sur le site des travaux. Monseigneur Jean Barga a également apprécié le niveau d'exécution des travaux de construction de 20 salles de classe et d'un gymnase au collège de la Retraite. Marcelin Gonçon. C'est vrai de leur temple depuis un bon bout. Les fidèles du quartier Olezoa et de ses environs vont bientôt renouer avec l'église Saint-Jean-Baptiste. L'ouvrage construit par le génie militaire est constitué d'une église avec mezzanine et d'une annexe résidentielle est quasiment achevé. Concernant l'église en elle-même, nous sommes à presque 98%. Ça voudrait dire que nous sommes complètement à la fin du projet. Une église a une valeur émotionnelle élevée. Ça voudrait dire que le coût du terrain ne sera jamais supérieur au coût de la construction. C'est pourquoi pour construire cela, il faudrait déjà faire un design architectural qui puisse traverser le temps et faire une conception qui puisse être suffisamment solide durant le temps. Donc c'était principalement une de nos préoccupations. En visite de chantier, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a salué le professionnalisme du génie militaire, dont l'expertise permet aujourd'hui à l'archidiocèse de Yaoundé de disposer de l'un des plus beaux temples de la capitale. Les habitants du quartier auront une église de prière qui ne remplace pas leur église mère qui est la basilique. Mais ici le soir et à certains moments de la vie, joie et peine, ils peuvent se retrouver pour prier ensemble et faire des exercices spirituels. Donc les aumôniers scolaires vont habiter ici et pouvoir accueillir régulièrement les étudiants, leur offrir des célébrations et les accompagner dans leurs études. Donc cette chapelle est polyvalente. Le savoir-faire du génie militaire s'étend au collège de la Retraite, où un bâtiment R+3 devant abriter 20 salles de classe est en train de sortir des terres. Le projet intègre également la construction imminente d'un gymnase. Quand il sera achevé, ce bâtiment permettra d'accueillir 1000 élèves, soit 50 par salle de classe. Et en ce moment, nous sommes à 40% du déroulement des travaux. La deuxième phase étant constituée de la construction du gymnase. En compagnie du directeur du génie militaire, Monseigneur Jean Barga se réjouit de la célérité et de la qualité des travaux réalisés, lesquels augurent de lendemain meilleur. Nous espérons que dans un an, nous aurons les deux systèmes de formation francophone et anglophone dans ce collège pour lui donner une nouvelle capacité d'accueil et d'offres académiques. Nous espérons que tous ces travaux, comme ils ont bien démarré, s'achèveront aussi très bien. Sollicité sur divers fronts, le génie militaire a une fois de plus l'occasion de démontrer qu'il a de l'expertise et que la confiance placée en lui par le chef suprême des armées n'est pas un fait du hasard. Notre mission principale, ce n'est pas de construire déjà. Notre mission principale, c'est l'appui aux forces. Mais lorsque le haut commandement, à savoir le président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, nous donne une mission, nous l'exécutons exactement comme nous exécutons toutes nos missions militaires. Donc pour nous, c'est une mission comme toutes les autres et nous l'exécutons. La devise du génie militaire, à savoir parfois détruit, souvent construit, toujours servi, n'a jamais aussi collé à la réalité. C'est avec ce reportage de Marcelin Gansop que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir Duval. Amadou Vamolke adresse une lettre ouverte au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Après avoir appris la contamination au coronavirus de plusieurs détenus, le directeur ou l'ex-directeur de la CRTV il craint pour sa santé. Incarcéré depuis 4 ans sans jugement, il a adressé une correspondance au ministre de la Justice, Laurent Esso, pour que ce dernier se penche sur son cas. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale rend une décision définitive dans l'affaire Gbagbo. L'ancien président de Côte d'Ivoire et Blé Goudé sont définitivement libres. Il faut dire, Duval Fangwa, que c'est un dénouement heureux pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse ont été définitivement acquittés, vous l'avez dit, par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Cette décision vient ainsi botter en touche les accusations du procureur Fatou Bensouda. Et vous avez vu dans le reportage de Jean-Paul Chouniat en Côte d'Ivoire, c'est l'extase, c'est l'allégresse, c'est la joie. Simone Gbagbo est contente de cet acquittement. Duval.
Voilà, ce sera l'essentiel du débrief pour cette deuxième partie d'Equinox ce soir. Merci Gilles Berthe Bissaï pour cette autre édition du 20h. Bonne soirée madame. Très bonne soirée à vous Duval. Madame, Messieurs, dans quelques secondes, retrouvez le panel d'Equinox ce soir pour le débrief. Retour donc sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités, Maître Augustin Gueffak, avocat au barreau du Cameroun, Albert Latol Haïssi, journaliste, Guy Hervé Fongan, journaliste également, et Florent Couteau, voilà, du PCRN, enseignant-chercheur. Je commence avec vous, Maître Augustin Gueffak. On a dans le journal reparcouru cette correspondance adressée par Amadou Vamoulke au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il y a dans cette correspondance une phrase qui ne peut pas paraître banale. Je voudrais partager avec vous cette phrase, Maître Gueffak. Vous m'avez donc déclaré la guerre, dit Amadou Vamoulke dans cette lettre ouverte au ministre de la Justice. Ainsi soit-il, mais je serais étonné que dans ce département du Mayo-Danaï, dont je suis originaire, quelqu'un ne vous rappelle pas un jour, de manière appropriée et je l'espère proportionnée, que vous avez outrepassé votre pouvoir en dépassant toutes les bornes de l'inhumanité. Serge Alain, je vous ai dit tout à l'heure que le cri de M. Vamoulke, c'est le cri d'un homme révolté. Nous ne sommes plus au niveau de la révolte, nous ne sommes plus au niveau de ce simple geste spontané. C'est un acte construit, il est révolutionnaire. Le fait de rappeler ses origines, Maître Gueffak. Mais là, c'est une figure de style pour indiquer les techniques de riposte. C'est-à-dire que par tous les moyens, il obtiendra réparation. C'est pourquoi l'autre a déclaré la guerre et que lui, il est prêt. Il dit ça va aller de génération en génération. Et puis, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter dans un pays comme le nôtre, dans une république qui est en parfaite construction, malgré ses balbutiements. Il faut que ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gouvernent, sortent un peu de l'arrogance, sortent un peu du sommeil pour appliquer le minimum de textes de loi qui est mis à notre disposition afin que ceux qui sont injustement embastillés recouvrent leur liberté. C'est de cela qu'il s'agit. Pour sortir de cette question, Florent Couteau, en rapport avec cette correspondance d'Amadou Vamoulke, quelles sont finalement les leçons qu'il faut tirer, peut-être pour notre justice aujourd'hui, au regard de cette interpellation que fait l'ancien directeur général de la CRTV? Alors les leçons à tirer, premièrement, la justice de notre pays doit retrouver son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et surtout des barons, des hommes forts qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur certains citoyens. Je pense que nous avons la solution pour l'indépendance de la justice de notre pays et la solution c'est celle que propose l'honorable Cabral Libye qui veut, n'est-ce pas, que cette justice devienne véritablement indépendante et que les magistrats soient effectivement impartiels et puis pour que plus jamais un homme, soi-disant haute personnalité, soi-disant cacique du régime, ne puisse plus prendre en otage à lui seul la justice de notre pays. Guerre Fongan, selon des indiscrétions, Amadou Vamoulke, l'ancien directeur général de la CRTV, qui est donc détenu depuis le 29 juillet 2016, souffrirait de neuropathie qualifiée de sévère, qui justifierait, selon des médecins, une évacuation sanitaire. Il faut peut-être espérer que ce cri de cœur soit entendu et qu'il puisse bénéficier de quelques facilités par rapport à son état de santé, par exemple.
Mais je pense que quand vous lisez de manière sereine et lucide le courrier, la correspondance d'Amadou Wamulke, vous n'avez pas l'impression de quelqu'un qui espère, qui attend encore grand-chose. Il a 71 ans, il a passé 5 ans en prison. Il est originaire d'une région qui ont la réputation d'être des gens intègres et sobres. Ils ne sont pas friands avec les choses matérielles. Et j'aurais été très inquiet si je ne connaissais pas un peu l'écosystème politique de l'extrême nord dont il est originaire. Parce que quand vous prenez l'avant-dernier paragraphe, au-delà du fait que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui une sorte de victime résignée qui parle, mais il annonce le lendemain. Le lendemain, qu'on peut dire qu'après lui, il risque d'avoir une réponse. Et je suis très inquiet. Et c'est à prendre très au sérieux parce que quand il dit vous m'avez déclaré la guerre, et moi, originaire du maillot d'Anaï, je ne serais pas surpris qu'un demain, quelqu'un vous réponde de manière appropriée. Ça veut dire, voilà. Donc, ça veut dire que c'est, contrairement à ce que Maître semblait dire que c'est une figure de style, je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes et analyser ça avec beaucoup de profondeur. Donc, je disais que quand j'ai la prétention de connaître quelques-uns des élus de ce coin-là. Je pense j'en parlais en début d'émission, honorable Mariam Gouni, le maire de Goulfé, l'honorable Salmana Amadou. Je veux dire que c'est des gens plutôt au tempérament. Des gens qui sont déjà en ordre. C'est les élus de l'extrême nord. Donc c'est les élus de l'extrême nord qui, à mon sens, sont plutôt des gens au tempérament pas fougueux, de plutôt serein. Donc je suis serein parce que je les connais un peu, je connais leur tempérament et donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter et de s'alarmer. Mais quoi qu'on dise, parce que quand vous parlez de la lutte qui va se poursuivre et vous donnez les noms, on a le sentiment qui sont en ordre. Non, ce sera un nouvel procès. Je dis heureusement que je connais quelques-uns des élus de l'extrême nord qui ont plutôt un tempérament rassembleur. Qui sont pas fougueux et qui sont plutôt fédérateurs autour d'eux. Donc c'est ça moi qui me rassure. Si je ne les connaissais pas, je pouvais, à la lecture de l'avant-dernier paragraphe du courrier de Amadou Wamulke, avoir quelques frayeurs sur l'avenir, sur le lendemain. Comme je connais quand même quelques-uns, je peux être serein parce que je pense qu'ils vont essayer de temporiser. Je pense que le jeu sera temporisé, que il y a des raisons qu'on n'ait pas mis de long couteau. Parce que quand il faut lire de manière très froide, c'est ce qu'il veut dire à l'avant-dernier paragraphe. Et quand je lis, j'ai pas l'impression qu'il attend encore quoi que ce soit. Parce qu'il a l'impression d'avoir épuisé toutes ses cartes. Ça fait 5 ans qu'il est resté silencieux. Aujourd'hui, il décide de parler. Il est là depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il donne un coup de pied dans la fourmilière. Et s'il y a une chose à laquelle il faut vraiment s'appesantir, à mon sens, c'est sûr. Et peut-être que l'humanisme qu'on espère de notre justice, c'est que, évidemment, qu'on lui laisse la possibilité d'aller se soigner et de pouvoir partir dignement, quoi qu'on dise, on espère. Il y a aussi des chrétiens dans l'extrême nord, il y a beaucoup de chrétiens là-bas, on est en plein semaine sainte, la Pâque c'est dans quelques jours, et puis il pourrait ces gens-là avoir un sursaut d'humanité et pourquoi pas permettre à ce digne fils de l'extrême nord d'aller se soigner et au moins de se reposer pour les services qu'il a rendus à la nation. Oui, s'il te plaît, Guy Hervé, oui. Je voudrais seulement ajouter que méfions-nous du fleuve qui dort. C'est tout. Mais c'est pas bien compris. Je dis bien, lui dit qu'il connaît une population qui dort. Je lui dis, méfions-nous du fleuve qui dort. Je confesse n'avoir rien compris de ce que vous voulez, ce que vous essayez de dire. On reviendra. Ah ben attends, là ici, tout n'est pas perdu pour l'ex-directeur général de la CRTV. Oui, écoutez, permettez-moi tout à l'heure, Maître Femme a traité, a qualifié mes propos de chauviniste. Je ne suis pas chauvin, maître. À rebours, j'ai insisté. Non, je ne suis pas chauvin. Je ne suis pas du tout chauvin. Il n'y a aucune honte à être chauvin, au contraire. Au contraire. Je ne suis pas chauvin. Au contraire. Pas chauvin. Moi, je suis chauvin, je l'assume. Je ne suis pas chauvin. Il n'y a aucune honte à l'être. Moi, je ne suis pas chauvin. Je suis en train de dire que, parce que vous avez convoqué le fait que le Cameroun ait ratifié les traités et les conventions internationales, et de ce fait, et la société allait respecter, je vous le conseille. Mais par contre, vous avez ces individus qui ont ratifié les conventions et les traités internationaux qui ne respectent pas du tout. Je peux vous citer plusieurs exemples.
sur le continent africain, parce que j'aime beaucoup plus parler du continent africain. Comment pouvons-nous copier un mauvais exemple? Non, je dois pouvoir le dire. Ou bien promouvoir un mauvais exemple. Ces mauvais exemples, ce sont les mauvais exemples qui doivent édifier. Il ne faut pas qu'on pense que ce que les autres, si le Cameroun fait ici, c'est pas bon. C'est la même situation qui se prévoit ailleurs. Parce que le fond du problème, enfin, ce qu'on devrait pouvoir retenir par rapport à la thématique qui a été mise en débat, c'est le mauvais fonctionnement de notre système judiciaire. C'est ça le fond du débat. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas Bamouké qui est mis sur la table, mais il y a des Bamouké anonymes qui sont en détention préventive pour des cas de délits communs et qui ne sont pas jugés, mais qui sont là parce qu'ils n'ont pas justement la possibilité d'avoir, j'avais dit, un roulet ou avoir une plume pour écrire. C'est de ça qu'il s'agit également. Parce qu'aujourd'hui, vous avez heureusement convoqué cet élément. Nous sommes tous des justiciables. Demain, il y a d'autres anonymes qui s'appellent, d'autres anonymes qui vivent la même situation. Il peut arriver que ce soit votre cas demain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut une refondation du système judiciaire. C'est important. Maintenant, je voudrais également, autant, il y a en latin, on dit dura lex, sed lex. Mais en même temps, il faut quand même également convoquer un élément historique que Maître connaît. Ça dit qu'à un moment donné, après justement cette vulgarisation, n'est-ce pas, du nouveau code de procédure pénale, le gouvernement s'était engagé, ça il faut le dire, s'était engagé à l'humanisation des conditions de détention. Ça il faut le dire. Et justement, la trame de fond de ce nouveau code de procédure pénale que je convoque, c'était de régler ce problème. D'abord au niveau des conditions de détention, au niveau de la surpopulation carcérale et en plus au niveau de l'accélération des procédures judiciaires, parce que c'est également ça le fond du problème. Et je voudrais rappeler que cette question de l'humanisation des prisons et de l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral, c'est une question qui préoccupe également nos partenaires internationaux, parce que je dois rappeler que l'Union européenne, à travers le FED, par exemple, finance un certain nombre d'activités ou apporte du soutien pour que cette humanisation soit effective. Je voulais dire pour que vous puissiez prendre en compte effectivement le fait que on ne doit pas vivre en autarcie, on doit bien être en contact avec les autres et entre autres. Permettez que je lui réponde en une seconde, s'il vous plaît. Anatole, je dis ceci, c'est simple. Faisons simple pour que ce soit compris. Vous décriez la lenteur judiciaire. Vous décriez l'inapplication du peu de textes que nous avons sur le plan national. Mais nous avons ratifié des conventions qui disent que si l'État camerounais, si les petits individus au Cameroun qui doivent gérer la loi, ils sont lents, ils sont arrogants, ils sont prétentieux, ils ne font rien. Et que ceux qui sont à l'international, à qui nous avons dit surveiller aussi, ils constatent et ils sanctionnent. Pourquoi vous dites que vous ne voulez pas que les décisions venues de l'extérieur, que nous avons acceptées, gère ou bien régule ces insuffisances, c'est-à-dire combattre cette lenteur judiciaire? C'est de cela que nous parlons. Oui, c'est pourquoi je dis que vous êtes un chauvin à rebours, parce que vous dites vous repoussez totalement les décisions qui viennent de l'extérieur. Mais encore que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc c'est comme quand on peut expliquer ça de manière très simple. Si je vous prends le cas des gilets jaunes en l'école primaire, vous allez peut-être me dire que c'est... Moi j'aime parler de mon pays. J'aime parler de mon pays. Je parle de ce que alors je voudrais qu'on avance. Ben, vous avez la parole, vous la gardez sur la situation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, définitivement libre de ses mouvements avec son compatriote Charles Blé Goudé. La décision a été rendue ce mercredi 31 mars 2021. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé la décision de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Personnellement, et là je dis bien personnellement, je ne suis pas surpris de cet acquittement. Dans l'autre plateau, j'ai eu à qualifier cette affaire-là de procès de Kafka à l'époque, parce que rapidement, je voudrais convoquer des éléments historiques, à savoir qu'il y a eu des événements après la présidentielle de 2011 en Côte d'Ivoire. Vous avez eu des acteurs endogènes et étrangers à la Côte d'Ivoire qui ont commis des morts, qui ont été à l'origine des morts, des milliers de morts de ce côté-là. Le bilan officiel parle de 3000 personnes tuées. Ça, ce sont les chiffres. Mais il y en a eu plus. Crise post-électorale. Il y en a eu plus. Ça, ce sont les chiffres de Paris. 3000 morts sont les chiffres de Sarkozy, de Sarkozy. Mais il y en a eu plus. Donc, je pense que... et vous avez donc plusieurs acteurs.
Et celui qui était en première ligne, c'était M. Sarkozy, il n'était pas présent à la CPI. En deuxième ligne, M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas en première ligne. On a donc pris deux individus, deux protagonistes qui étaient du même bord, c'est-à-dire M. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, pour les amener, pour les déporter, c'est le terme qu'il faut utiliser, pour les déporter à la CPI, pour être jugés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Moi, je pense que c'était une parodie judiciaire, il ne faut pas avoir peur de le dire, et je pense que de manière radicale, les pays des États africains qui ont ratifié le traité de Rome doivent sortir de cette affaire-là. Guerre Fangan, ça vous inspire quoi ça vous inspire quel commentaire, cette décision définitive d'acquittement de Laurent Gbagbo aujourd'hui? C'est la fin d'un rodéo judiciaire qui a duré pratiquement 10 ans, avec 8 ans de détention pour l'ex-président Gbagbo. On peut dire c'est que happy end. Moi, je dirais pas happy end. C'est une décision qui me désole et qui m'attriste davantage. Parce que la vérité, voilà, 10 ans de perdu pour rien. Pour rien parce que, vous savez, la guerre, c'est comme l'amour. Il faut être deux. Il faut être deux. Et c'est la justice des vainqueurs. On a un président qui a été dramatiquement élu qui s'appelle Alassane. Donc on parle de 3000 morts de tués. Je suis quand même embêté de savoir que 10 ans plus tard, qu'il y a un seul camp qui a été jugé. Je trouve ça quand même surréaliste et ça démontre à la face du monde le côté partisan de la CPI et ça n'honore pas l'Afrique, ça n'honore pas le reste du monde. Parce qu'on aurait dû, si on parle de guerre, ça veut dire que c'est comme l'amour, il faut être deux. Le fait d'avoir juste un seul camp, je trouve ça totalement, qu'il y a un goût d'inachevé dans cette sentence-là. Et j'espère que après cet acquittement, le camp d'en face sera convoqué pour répondre aussi de ce qui s'est passé. En moins, ce qu'on voulait nous faire croire que durant 10 ans, les supposés 3000 morts ont été du fait de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Là, c'est le premier enseignement. Donc, j'espère qu'il y aura une suite de cette affaire, il y aura un follow-up et que l'autre camp sera aussi interpellé pour donner sa version des faits et témoigner à la barre. Donc en fait pour vous la page non, il faut qu'il y ait une justice qui soit rendue de manière correcte dans cette affaire. Et vous savez, la nature a des fois une manière de régler certaines choses. Donc, on ne va pas revenir sur ceux qui sont morts. Bref, disons qu'ils sont morts. On m'a dit père à leur âme, tous les précédents premiers ministres qui aussi n'étaient pas nés dans l'affaire. Par respect pour ceux-là qui sont morts, on n'en dira pas plus. Le deuxième enseignement que ça m'inspire, je veux dire que moi, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, cet acquittement pour moi arrive très tard. C'est arrivé tard, j'ai l'impression qu'ils ont tout manœuvré. Pourquoi cet acquittement arrive après l'élection présidentielle? Ça aurait dû se faire avant l'élection qui a eu lieu il y a quelques mois en Côte d'Ivoire, pour qu'on ait un jeu électoral plus dynamique et plus animé. Donc ils ont tout manœuvré, ils ont tout fait de renvoi à renvoi pour que l'acquittement intervienne après l'élection présidentielle. Moi, ce qui me désole un peu dans cette affaire. Les Africains n'ont pas oublié, en 2011, la manière cavalière et sauvage et brutale avec laquelle Gbagbo avait été arrêté en petite tenue. Tout le monde entier a vu cette image en petite tenue et quand cette image avait traumatisé avec sa femme, avec sa femme, avec traumatisé beaucoup d'Africains et que quelqu'un est allé dans un hôtel du Golfe prêter serment, etc. On a vu un président du conseil proclamer deux résultats différents, la même personne. On n'a pas oublié cette affaire. Les Africains qui ont la mémoire vivent, se souviennent encore de tout ça. Et la dernière chose que ça m'inspire, moi je suis de ceux qui ont rêvé en Côte d'Ivoire. Certains diront qu'ils sont des hommes du passé. Je suis de ceux qui ont rêvé de voir la récente élection présidentielle qui est passée, de voir sur le champ de bataille politique Charles Blé Goudé, Bakayoko qui est parti et le troisième qui est en exil, Guillaume Soro. Je suis les Africains qui ont rêvé de voir ceux-là, qui sont tous des gars de la FECI, de voir une élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui oppose Guillaume Soro, Blé Goudé et Bakayoko. Ça aurait permis à l'Afrique d'avoir une véritable leçon de démocratie. On aurait vu des choses différentes et on aura appris beaucoup de choses. Je continue de caresser l'espoir de voir une élection présidentielle comme celle-là, où on aura des acteurs comme cela monter devant la scène et servi de leçon. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire parlera à l'Afrique et au monde entier. Florent Coutou, votre lecture de cette décision qui vient d'être rendue par la Chambre d'appel de la CPI au sujet de Gbagbo et Blé Goudé? Alors, Gbagbo et Blé Goudé sont
ont été acquittés, cela veut dire qu'ils ne sont pas coupables. Mais est-ce à dire que les morts sont ressuscités en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Est-ce à dire, moi je me pose la question de savoir si Gbagbo n'est pas coupable, et ainsi que Blegoudé, qui est donc responsable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010 et en 2011? Il y a un problème. Et quand on connaît un peu les rapports incestueux qui existent entre... Donc pour vous, s'ils ne sont pas coupables, il faut retrouver... Il faut trouver le coupable. Absolument, absolument. Et je rejoins Guy Hervé qui dit que cette affaire ne doit pas s'arrêter là. Non, cette affaire ne doit pas s'arrêter là. On doit pouvoir identifier qui a fait quoi en Côte d'Ivoire pendant la crise électorale en 2010. Alors, et lorsqu'on connaît quand même les rapports incestueux qui existent entre l'ex-procureur de la CPI et le pouvoir de la Côte d'Ivoire, on peut bien suspecter un acharnement sur la personne, le leader qu'est Laurent Gbagbo, et surtout ces manœuvres qui étaient destinées à l'éloigner du champ politique et pour pouvoir l'empêcher de compétir pendant les deux, n'est-ce pas, les deux échéances électorales, notamment en 2015 et en 2020 récemment, en 2021 récemment. Donc, il y a lieu quand même d'indiquer ici que ça a été un procès politique, tout comme l'instance, la CPI est une organisation politique. Donc vous pensez que les mouvements survenus au niveau de la CPI ont peut-être été à l'origine de ce dénouement différent de ce qu'on a eu il y a quelque temps? Absolument, absolument. Et je pense que c'est aujourd'hui, la CPI démontre aux yeux de l'humanité, n'est-ce pas, qu'elle est tout simplement un machin, pour parler comme le général de Gaulle, et que les pays qui ont refusé de ratifier, n'est-ce pas, le traité, ont tout simplement compris que ça ne sert à rien. Mais sauf qu'en Afrique, puisqu'on parlait du cas de Vamulke, nos systèmes judiciaires étant ce qu'ils sont, étant à la merci de certaines personnes, on peut quand même être dans le dilemme d'exclure, n'est-ce pas, toute intervention internationale, au risque quand même de subir l'injustice qui vient de l'intérieur, du fait, n'est-ce pas, de certaines personnes qui se croient avoir le droit. Alors, Maître Augustin Gueffac, on a observé tout à l'heure que vous avez porté des récriminations sur la justice camerounaise. Maintenant, on voit avec la CPI aussi que c'est pas tout beau, tout net là-bas. Finalement, la perfection n'est pas de ce monde. Peut-être une différence pour relancer, mais dans le même ordre d'idée, quand quelqu'un est acquitté 10 ans plus tard, quels sont les mécanismes juridiques des dédommagements? Comment on fait après? Qu'est-ce qui est prévu comme mécanisme pour qu'on dédommage un gars qu'on a acquitté 10 ans plus tard? Bon, moi je vais plutôt répondre à travers des questions. Figurons-nous que ce procès avait été en son temps engagé plus tôt, pour respecter dans la logique de ceux qui sont contre la CPI, si ce procès se déroulait sur le sol ivoirien. Imaginez le sort de Charles Blegoudé, le sort de Laurent Gbagbo. Les têtes seraient coupées. C'est le cas actuellement. Puisqu'ils sont déjà condamnés, comme ça ne suffisait pas la CPI, ils sont condamnés par contumace pour d'autres faits qui sont contestables. Prima facie, ça c'est la vue de face. Au fond, pour moi, la CPI, c'est un instrument du néocolonialisme. C'est un instrument du néocolonialisme. C'est-à-dire pour coloniser davantage, et sur le plan judiciaire, on vous crée une infraction qui n'existe pas, on vous délocalise, on installe où on veut, on monte un procès fictif, et après le temps convenu, on vous déclare non coupable pour réaliser les objectifs
qu'on s'était au préalable fixé. Donc, qu'on soit... Mais quand vous dites que c'est un instrument du néocolonialisme, il faut peut-être aller un peu plus loin parce que dans ce procès, on a beaucoup parlé de Fatou Bensouda. Non. Fatou Bensouda, naturellement, elle devrait intervenir dans la chaîne. Voyez un peu le procès de Jésus. Qui sont ceux qui l'ont arrêté? Qui sont ceux qui l'ont conduit à l'échafaud? Ce sont les siens. C'est ceux qui marchent avec lui tous les jours. Bien sûr. C'est de cela qu'il est question. Mais qui sont les donneurs d'ordre? C'est ceux-là qui se lavaient les mains. Et ça veut dire qu'au-delà de la criminalisation de l'Occident dans cette affaire, nous devons interroger notre propre responsabilité dans ce que nous faisons dans nos États. En premier lieu. Mais quand on vous acquitte 10 ans plus tard, comment on répare le préjudice? Bon, relisez les mécanismes d'indemnisation. Qu'est-ce qui est prévu? Vous verrez. Est-ce que les lois ivoiriennes autorisent que dans ces situations, les prévenus qui deviendront les victimes aujourd'hui auront droit à une indemnisation? Comme au Cameroun, il y a une loi qui est intervenue pour dire si jamais vous êtes illégalement détenu, illégalement condamné, emprisonné, à la fin, lorsque la décision sera définitive, vous saisirez la commission qui est à la Cour suprême pour vous faire indemniser. La loi existe au Cameroun, je crois que c'est depuis 2018 ou bien 2015. Voilà. Si j'ai bonne mémoire. Bon, en Côte d'Ivoire, il doit exister un mécanisme pareil. Donc je ne veux pas rentrer, c'est que nous sommes sur l'apport de la CPI justement dans le fonctionnement de l'État ivoirien. La CPI qui l'a quitté justement, c'est pas la Côte d'Ivoire. J'ai dit la CPI participe au traumatisme de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et je justifie. Voilà. Peut-être pour sortir de cette question, Albert Atola ici, il y a eu une décision qui a été rendue. C'est vrai qu'ils ont été condamnés en Côte d'Ivoire. L'avenir politique de ces deux hommes? Oui, vous savez, il y a un qui est encore plus jeune, l'autre qui n'a plus vraiment de l'âge. Maintenant, est-ce que par souci d'orgueil, au regard de la popularité qui est la sienne désormais, parce qu'il faut quand même le dire, quoi qu'on monsieur Laurent Gbagbo, c'est devenu désormais un monument à la fois politique, historique, du côté pas seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans le monde, parce qu'il n'y a pas que les Africains qui ont exprimé leur justement besoin de sa libération, ou bien ont souhaité qu'il soit libéré, ont manifesté, se sont exprimés là-dessus son camp. Donc je crois que est-ce qu'il va faire comme Mandela, c'est-à-dire après sa sortie de prison en 90, il a brigué un mandat, puis il a démissionné. Est-ce qu'il en a encore justement les capacités de le faire? Je pense qu'il peut peut-être le faire par souci de regret, parce qu'il faut quand même le dire. Si, tout à l'heure aussi, Guy l'indiquait fort opportunément, à savoir que justement il a été mis à l'écart, parce que si non, c'est lui, c'est M. Koutou qui le disait, si Laurent Gbagbo était parti en Côte d'Ivoire pendant la présidentielle ou bien pendant l'élection présidentielle, ça allait bouleverser toutes les cartes. Et je pense qu'aujourd'hui, rien que son retour qui est annoncé, ça pose notre problème. Parce que est-ce que le régime d'Abidjan va prendre le risque de demander à sa justice, n'est-ce pas, d'interpeller ces deux personnages? Parce qu'il faut qu'on le dise qu'ils ont été condamnés à 20 ans par contumace à 20 ans de prison de ce côté-là. Est-ce que le régime... Mais on a eu quand même le sentiment à un moment donné qu'il y avait comme des mesures d'assouplissement vis-à-vis de ces deux personnalités. On se souvient comme l'histoire du passeport, entre autres, qui permet... Là, nous sommes sur le terrain politique. Pour qu'il n'y ait pas... C'est un procès qui est évidemment politique. Non, c'est pas un procès. Là, nous sommes sur le terrain politique. Nous sommes dans la symbolique, c'est-à-dire pour que le régime d'Abidjan ne soit pas accusé justement d'être un mauvais joueur. Il était dans l'obligation, sous pression, il faut le préciser, de donner les différents par rapport à ses compatriotes. Bon, maintenant, on va attendre sur le plan judiciaire du côté d'Abidjan pour voir comment ils seront acquis. S'ils ne seront pas acquis au bas de la passerelle par une escouade de policiers et de gendarmes. Maintenant, vous avez donc l'autre acteur qui est plus jeune, c'est-à-dire Charles Blé Goudé, dont je pense qu'il a encore de l'avenir politique devant lui. Je crois que, n'est-ce pas, la grande faucheuse qui se balade en Côte d'Ivoire ne va pas les faucher entre-temps. On va s'arrêter là pour ce soir. Guy Fongan, j'ai l'impression que vous voulez ajouter quelque chose avant. Non, je voulais simplement dire qu'il faut que les gens se souviennent que quand Henri Konan Bédié est au pouvoir, c'est lui qui invente le concept d'ivoirité pour exclure Ouattara du jeu électoral, et c'est que c'est Gbagbo qui réintègre
Ouattara dans le jeu électoral, qui le fait participer à la dynamique électorale en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Et donc, il serait injuste et cruel aujourd'hui que Gbagbo soit condamné à l'exil parce que Ouattara ne veut pas qu'il y ait de véritables concurrents. Mais je pense que, pour ma part, aujourd'hui, avec le pardon que Guillaume Soro a formulé vis-à-vis de Gbagbo, Gbagbo sera un faiseur de roi en Côte d'Ivoire et l'avenir politique va se décider vraiment autour de lui. Il sera un maillon essentiel de la Côte d'Ivoire de demain et moi je pense qu'il va construire, il devra faire preuve de hauteur et être le faiseur de roi qui va construire la Côte d'Ivoire de demain. Monsieur, on va s'arrêter là. Un dernier mot, en une seconde, justement par rapport à l'avenir politique de Laurent Gbagbo. Alors, c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur et de la dignité et je pense qu'il va passer le témoin à Charles Blé Goudé pour matérialiser effectivement, n'est-ce pas, cette transition générationnelle qui n'est que qui en réalité dans notre pays fait défaut, quoi. Absolument. Vous avez compris ce qu'il voulait dire, Maître Ngefak. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment, Florent Coutou, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes militant du PCRN. Merci également à vous, Maître Augustin Ngefak, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Albert Anatola ici, vous êtes journaliste. Gervais Fongan, vous êtes journaliste. Merci, monsieur, d'avoir trouvé du temps pour venir échanger avec nous. Juste derrière cette émission d'Equinox ce soir, dans quelques secondes, retrouver sur nos antennes la diffusion du procès, en tout cas de l'audience qui s'est tenue aujourd'hui et surtout cette décision prise par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rendant cette décision de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Merci, madame, messieurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.